Et on va donc laisser la parole à M. Berniaud, qui est sociologue et ancien éducateur, qui va nous présenter donc, des éléments généraux et concrets tout à la fois sur prévention de la délinquance et sécurité. Pour commencer, je vais dire deux choses. La première, c'est que pour parler de ces sujets, de la sécurité et de la délinquance et de sa prévention, il y a toujours un premier barrage, j'allais dire, c'est l'ornière du débat idéologique. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du problème, on parle de la représentation qu'on a du problème. Alors, ce que je vais faire là, en bon sociologue, c'est essayer de dire mais quel est donc le problème de la délinquance aujourd'hui en France et de la sécurité, puis après on pourra parler éventuellement de quelle réponse au problème, mais d'abord est-ce que le problème, on l'analyse de la même manière? Comment on l'analyse? Et donc c'est vrai que depuis déjà longtemps, la question de la sécurité est une ressource politique, et je crains qu'elle demeure encore assez longtemps. Et ça, c'est au détriment, on pourrait dire, d'une lecture technique de la question. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on progresse assez peu. C'est que tout le monde a une opinion, mais peu sont ceux qui ont des analyses, en fait. Mais tout le monde a une opinion, c'est comme sur l'éducation. Tout le monde a une idée sur un peu une proximité, sans trop exactement savoir, d'ailleurs, à quoi ça pourrait répondre à ton problème. Donc ça, c'est vraiment, je voulais le dire, en levée de rideau, si j'ose dire, à mon propos. De ce que j'en sais, j'étais éducateur, donc je me suis occupé d'équipe d'éducateurs, et depuis une vingtaine d'années, je m'occupe de ces questions de délinquance et de sécurité. Mais pas que, je m'intéresse aussi à la continuité qu'il y a entre ces questions et les politiques sociales et les politiques éducatives. C'est-à-dire que je cherche toujours à apporter la preuve, ou pas d'ailleurs, c'est l'aphorisme de Victor Hugo, ouvrez une école, vous fermez une prison. C'est vachement bien. Je ne suis pas sûr que ça marche. Malheureusement, on peut le dire, c'est contre-intuitif, mais je pense qu'on est une période historique où il ne suffit pas d'ouvrir des écoles pour fermer des prisons. Je pense qu'il faut ouvrir des écoles en soi, mais qu'il faut aussi travailler sur la délinquance en soi et que ce ne sont pas des vases communicants, sinon on aurait réussi, je crois, d'une certaine manière. Donc c'est ça qui est analysé, c'est quel est le moteur qui, dans cette société française, mais occidentale d'ailleurs, en général, fait que cette délinquance augmente et frappe principalement, est mise en œuvre principalement par des jeunes, etc. Comme vous le disiez, je vais essayer de clarifier un peu ça. Donc, première chose que je voudrais dire, quand on parle de... Il y a plusieurs angles pour aborder la délinquance, et sûrement dans notre débat tout à l'heure, ça ressortira. Il y a un premier angle qui est d'expliquer la délinquance par ses causes. Donc les causes sociologiques, la misère, la mauvaise éducation, etc. Donc vous voyez, causalistes, on pourrait dire, de la délinquance. Et puis une deuxième approche qui regarde plutôt l'acte et la responsabilité, qui ne se soucie pas tellement des causes, qui dit peu importe qu'il y ait eu telle ou telle histoire, ça ne l'autorise pas à voler, violer, taper, etc. Vous voyez, il y a deux angles, évidemment, on va dire que ce n'est pas alternatif, mais enfin, en gros, quand même, le débat, il se structure à partir de ces deux approches. Et évidemment, selon comme on est exposé, on va choisir... évidemment, c'est très beau d'analyser par les causes quand on est loin de la délinquance, quand on est victime, en général, on se soucie beaucoup moins des causes et on regarde beaucoup plus la responsabilité de l'acte. J'essaie de le dire pour essayer de ne pas sombrer, si vous voulez, dans des analyses un peu trop molles. Deuxième chose sur la... Donc ça, c'est important, hein, parce que, vous disiez, dans un projet politique, c'est important de voir qu'est-ce qu'on cherche à privilégier, comment on lit les questions. Deuxième, c'est référentiel médical ou référentiel éducatif. Donc là, c'est le éducateur qui parle, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a toute une série de travaux qui ont eu tendance à penser la délinquance et donc sa prévention un peu comme une maladie. Donc on cherche les causes de plus en plus tôt, à 6 ans, à 3 ans, hein, l'INSERM a produit un rapport, il faut la détecter le plus tôt possible, comme si c'était une maladie. C'est ça que ça signifie. Parce que plus vous détectez tôt, moins vous laissez opérer, par exemple, l'éducation, les effets de l'environnement. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était
dans l'ADN du personnage. Un référentiel éducatif, c'est quelqu'un qui dit plutôt, bon, il y a des déficits d'éducation, etc. Il faut le combler au fil du temps. Et le troisième, inadaptation sociale ou responsabilité individuelle, ça reprend un peu ce que je disais au début. On pourrait dire, voilà, pendant longtemps en France, on a pensé la question de la délinquance comme plutôt un symptôme d'inadaptation sociale parmi d'autres. Et on a tendance aujourd'hui à le penser, et je dirais y compris à gauche, c'est pas pour moi un débat droite-gauche, je pense que c'est beaucoup plus grave que ça, comme étant une responsabilité plutôt individuelle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut justifier, qu'on peut expliquer les lois sous le mandat du président Sarkozy, enfin les lois Perben par exemple, hein, les peines planchées. Vous dites que c'est la responsabilité individuelle, donc vous sanctionnez. Sanctionner au principe que la sanction dissuadera de recommencer. Donc ça déjà c'est pour planter le fond de tableau. Et donc on a assisté à partir du milieu des années 90, je ne vais pas le développer trop longtemps ici, mais je pourrais si vous le souhaitez, à une autonomisation de la notion de prévention de la délinquance à côté des autres notions d'inadaptation. C'est-à-dire que la délinquance est devenue un symptôme en soi. Alors l'analyseur que je prends pour ça, c'est que la prévention de la délinquance a été pendant longtemps une affaire de ministère social ou de ministère éducatif. C'était les ministères sociaux, les ministères éducatifs qui s'occupaient de cette question-là. Et à partir du milieu des années 90, la question de la délinquance et de sa prévention est passée au ministère de l'Intérieur. Et c'est décroché dans les politiques publiques, et ça, c'est un marqueur précis, c'est un analyseur. C'est-à-dire qu'on a commencé à concevoir la délinquance comme étant décroché du reste. Et à mon avis, c'est ça l'une des questions de fond. C'est comment on comprend cette question-là. Je crois qu'on ne peut pas segmenter la question de la délinquance et de sa prévention des autres politiques publiques. Quand on fait du logement, quand on fait du transport, on a des effets sur la prévention de la délinquance. Donc ce n'est pas une politique sectorielle. Elle a des aspects sectoriels, mais je crois que c'est une politique beaucoup plus transversale. Enfin, c'est ma conception que j'en ai. Donc ça, je voulais le dire au début. Donc, c'est toujours, dans mon professeur, de dire ce qu'il y a une définition de la prévention de la délinquance. Ça commence où, ça s'arrête où. Alors, je me suis risqué à une définition, c'est l'ensemble des mesures non coercitives qui évitent qu'un événement ait lieu. Voilà. Donc, si vous voulez, ça vaut ce que ça vaut. Si vous avez mieux, je suis preneur, il n'y a pas de souci. Je vous citerai après en copyright. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, vous voyez, alors j'insiste évidemment sur les mesures non coercitives. Sinon, à mon avis, on n'est pas dans de la prévention, on est dans autre chose. Je ne hiérarchise pas. Hein. La dissuasion est quelque chose de très intéressant, comme vous le disiez, la répression nécessaire. Pour moi, il n'y a pas d'échelle de valeur. Simplement, quand on parle de prévention, de quoi parle-t-on? À mon avis, de mesures non coercitives qui empêchent qu'un événement ait lieu. Donc c'est ça que j'ai eu. Donc là-dedans, vous voyez bien qu'il peut y avoir des mesures, je ne sais pas moi, comme je vous disais, des mesures sportives, enfin vous voyez, dans les quartiers, tout un tas de choses qui contribuent à prévenir le délit. J'y viendrai tout à l'heure parce que je crois qu'il y a aussi de prévention si on a. Ça c'est important. Il faut dire aussi, alors ça, dans la culture policière, on le sait bien, quand on analyse les questions de délinquance, les passages à l'acte, il y a toujours 3 ingrédients. Et en gros, on peut travailler sur l'un ou l'autre. Il y a toujours un auteur. Il y a toujours quelqu'un qui passe à l'acte. Il y a toujours une victime. Et il y a une situation. Et quand on fait de la prévention, soit on essaye de dissuader l'auteur d'agir, soit on apprend la victime à se défendre, soit on évite la situation. On dit aux personnes âgées, ne sortez pas le soir, ou aux femmes seules, ne sortez pas le soir après 10 heures. Vous voyez, vous évitez que la situation ait lieu. Je dis ça parce que, en gros, dans une politique municipale ou une politique nationale, c'est la même chose. C'est ces leviers-là sur lesquels on peut agir. Et on voit bien que on peut jouer sur les 3, on peut jouer sur l'un, plus que sur l'autre, mais c'est en gros, on n'a pas trouvé mieux pour travailler. Vous voyez, par exemple, la prévention, elle peut s'intéresser aux auteurs, donc c'est pas bien ce que vous faites, etc. Mais elle peut aussi, et je crois qu'on a beaucoup progressé sur ces 20 dernières années, du côté des victimes, en disant, bon, ben voilà, il y a des gestes de prudence, des gestes de précaution, qui contribuent à la prévention, et puis évidemment des situations
barrage des rues, l'exposition, quand on est vulnérable, on s'expose moins, on se fait accompagner par ce genre de... Ça, c'est un peu technique, mais enfin, à mon avis, on peut bien se repérer, même pour soi, quand on a un problème, de se dire sur quoi je peux jouer. Vous voyez, je mets une serrure, je mets une porte 5 points à mon appartement ou à ma maison, je durcis la cible, comme on dit. L'autre chose, c'est de dire celui qui voudrait venir voler, il faut qu'il y ait des gens qui aillent le dissuader de venir. Où je mets un digicode à l'entrée, enfin, vous voyez un peu le truc. Alors, je vais vous présenter maintenant trois autres dimensions qui me semblent importantes dans un débat, enfin, qui peuvent nourrir votre réflexion, au moins je le suppose. C'est du côté de la délinquance et des jeunes. Ensuite, j'aborderai la délinquance et la famille, quelle est la responsabilité de la famille, l'implication de la famille dans ces dimensions, et puis les lois notamment du 5 mars 2007, les lois de juillet 2012, c'est les zones de sécurité prioritaire, c'est-à-dire c'est quoi l'arsenal aujourd'hui, dans quel paysage institutionnel on est. Donc voilà, la délinquance et les jeunes, pour commencer là-dessus, on va rappeler quelques grandes tendances. C'est que la délinquance enregistrée, depuis le milieu des années 60, augmente. Alors ça, c'est un effet important, c'est que je dis bien depuis le milieu des années 60, et pas le milieu des années 70, avec la crise de l'emploi, c'est 10 ans avant. Donc c'est pour dire qu'il y a un moteur à l'intérieur de la délinquance qui ne s'explique pas que par la crise. La crise est un élément amplificateur, mais ce n'est pas une cause. Puisque dans les années 60, ça augmente. Pourquoi ça augmente dans les années 60? Parce qu'il y a une explosion des biens. Donc plus vous avez de voitures, plus vous avez de voleurs de voitures. Mécanique, si vous voulez. Donc je peux vous prédire que dans les années qui vont venir, il y aura encore plus de délinquance parce qu'on augmente les biens. Donc vous augmentez mécaniquement la tentation. Je dis ça parce qu'un sociologue qui s'appelle Laurent Mucchielli en France a proposé, par exemple, l'augmentation de la délinquance, quand on dit que la délinquance augmente, elle augmente en valeur absolue. On compte le nombre de faits, et puis on dit, elle augmente, évidemment, il y a plus de voitures, il y a plus de population. Lui proposait de rapporter les faits de délinquance à la population française. Si vous prenez les chiffres de délinquance avec la population en France dans les années 60, 40 millions d'habitants, vous faites une règle de 3, vous prenez les faits de la délinquance avec la population d'aujourd'hui, c'est 67 millions d'habitants, en gros, ça explose pas autant que ça. Et évidemment, si on regarde en valeur absolue, ça augmente. Les téléphones portables sont responsables à eux seuls de 6 ou 7% des faits constatés. Juste les téléphones portables. Donc vous enlevez le téléphone portable, on a 6% de délinquance enregistrée qui tombe. Enfin, quoi qu'il en soit, pour pas non plus sombrer dans une querelle sur les chiffres, la délinquance enregistrée augmente en France depuis le milieu des années 60, c'est incontestable. Allez-y. Juste parce que moi je ne suis pas très clair, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est pour vous la délinquance? C'est les incivilités, oui. C'est les infractions à une loi, c'est la délinquance financière, c'est quoi? Bonne question. Alors quand je dis la délinquance comme ça enregistrée, c'est en effet tout phénomène confondu. C'est tout ce que la police enregistre et transmet à la justice. Donc ça me permet de faire une précision, notamment entre délinquance et sécurité. La délinquance, M. Griot complétera, c'est une catégorie pénale. Et délinquant, tout ce que le code pénal réprouve. Donc voilà, on considère comme délinquance. Je vais voir un policier, je dis voilà, il m'est arrivé ceci, il regarde son code pénal, il dit oui, oui, c'est bien interdit, donc je prends votre plainte, c'est un acte enregistré, c'est ça la délinquance. Enregistré que je transmets à la justice après pour juger. Donc c'est ça la délinquance. Et à mon avis, on fait une erreur absolument conceptuelle massive, c'est qu'on utilise le mot de sécurité ou d'insécurité, vous voyez, comme synonyme de délinquance. On peut faire baisser la délinquance sans faire baisser l'insécurité. Et on peut faire baisser l'insécurité sans faire baisser la délinquance. L'insécurité, ce n'est pas une catégorie pénale, j'appelle ça une catégorie sociologique. On peut ce soir se promener dans le Grenoble, je vais me sentir en insécurité, pas vous. Mais si je me fais casser la figure à vous, c'est la même catégorie pénale. Vous voyez? Et à mon avis, une des grandes ruses des années 90, c'est d'avoir pensé que délinquance et sécurité, c'était lié. Pas du tout. Vous mettez un bon reportage bien sanguinolent sur la 6 un dimanche soir, oui, il a une affaire bien dégueulasse, pardonnez-moi l'expression, ça vous met en insécurité. Vous voyez, ce gars, enfin bon, je ne vais pas tomber dans les faits divers, on les connaît tous. Et ça, c'est important. Donc là, je parle bien de la délinquance comme catégorie pénale en tant que telle. Donc c'est ça qui augmente.
depuis les années 60, celle enregistrée. L'insécurité augmente aussi. Mais vous voyez bien sur un autre modèle. Pour illustrer aussi ça, c'est que vous avez des faits qui sont pénalement très graves, mais qui génèrent peu d'insécurité. Prendre un exemple que je prends toujours, si vous avez dans votre quartier, dans votre immeuble, si vous êtes dans un habitat collectif, quelqu'un qui, prends un exemple un peu olé olé, enfin, qui assassine son conjoint par crime passionnel, c'est très grave pénalement, mais ça ne vous insécurise pas. Vite, ça les regarde eux. Vous mettez un groupe de jeunes qui fait du bastringue en hurlant jusqu'à 11h du soir en écoutant de la musique, c'est rien du tout pénalement, ça va insécuriser tout le monde. Et vous voyez, ça montre bien comment ces deux registres qui sont différents. Et qu'à mon avis, dans une politique, c'est ça qu'il faut regarder. Et je crois que, par exemple, les approches, aujourd'hui, les choix qui ont été faits dans une police beaucoup plus militaire, on va dire, vous voyez, s'intéressent plus, à mon avis, à la délinquance qu'à l'insécurité, contrairement à ce qu'on dit. Et on ne sait pas, bien que les lois aient été écrites, on ne sait pas aujourd'hui sur France entière, et si quelqu'un sait faire, là aussi je suis preneur, par exemple, travailler sur les regroupements de jeunes dans les montées d'escalier. C'est pas par une approche uniquement policière qu'on n'arrive pas à résoudre ça. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, encore une fois, hein. Mais on voit bien, sinon ça serait fait. Donc voilà, délinquance, c'est ça. Donc délinquance enregistrée augmente. Ben, je dis ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une société, on est aussi beaucoup plus sensible au fait qu'on est exposé à de la délinquance, etc. Alors on estime aussi, ça c'est une loi qu'on connaît depuis longtemps, plus on est protégé, plus on supporte de moins en moins, c'est comme la maladie si vous voulez, plus la médecine augmente, moins on supporte d'être malade. C'est un peu un phénomène qu'un sociologue ancien avait mis à jour. Deuxième moteur dans la délinquance qui a changé, on a eu jusqu'au milieu des années 80-90, pour moi, et pas que pour moi, c'est là le point de bascule, hein. C'est les maguettes en matière politique de la ville, vous voyez les émeutes de quartier, etc. La crise qui s'installe, et là on passe sur autre chose, à la fin des fameuses Trente Glorieuses. On avait, dans les années 60-70, au milieu des années 80, une délinquance, notamment chez les jeunes, qui était principalement une délinquance d'appropriation. C'est-à-dire qu'on volait pour avoir des biens. J'ai pas de scooter, je vole un scooter, je l'ai. Aujourd'hui, on a une délinquance. Hugues Lagrange, un sociologue qui a écrit un petit bouquin, ça vous intéresse, très intéressant, il y a quelques années, qui s'appelle demande sociale de sécurité. Je trouve ça très intéressant, vous voyez, pas une demande politique, une demande sociale, une demande par en bas. Et lui appelle ça une délinquance d'expression. Quand le 31 décembre à Strasbourg, il brûle 300 voitures, personne ne s'enrichit. Donc c'est pas une délinquance d'appropriation. Quand les gamins cassent la figure du contrôleur dans la sémitale ou injurient le prof dans la classe pour avoir un regain de notoriété vis-à-vis de leurs copains, ils ne s'enrichissent pas. Ils s'enrichissent symboliquement. Et ça, il faut absolument le comprendre. Et là par exemple, là-dessus, on ne réussit pas en durcissant la cible. Ou alors il faut mettre les gens dans des papas mobiles, vous voyez, qui seraient... mais on voit bien que là, pour le coup, on est dans quelque chose, la délinquance d'expression, qui a à voir avec le rapport au monde qu'on a. Pourquoi les voitures brûlent à Strasbourg depuis 20 ans aujourd'hui? C'est quoi ce phénomène social? Qu'est-ce qui se dit là? Et ça se dit depuis 20 ans, donc il se dit bien quelque chose, sinon ça se serait arrêté. Et on voit bien, voilà, et tant qu'on ne travaille pas là-dessus, à mon avis, on peut mettre tout ce qu'on veut, on vide l'océan avec une petite cuillère, vous voyez. Donc, délinquance d'expression qui prend la place, qui se surajoute à la délinquance d'appropriation, qui continue d'exister, hein, mais les cambriolages sont toujours une part importante de la délinquance, mais celle qui nous fait le plus mal d'une certaine manière, c'est cette délinquance d'expression, notamment chez les jeunes. Insultes, vous voyez, agressivité, bagarre, etc., parce qu'on appelle incivilité, etc. C'est celle-ci qui nous pourrit la vie. Et pour avoir travaillé avec de nombreuses villes, notamment Grenoble, entre autres, mais Troyes, enfin d'autres villes, on voit bien que quand on est du côté d'une municipalité, ce qui pourrit la vie, c'est la tranquillité publique. C'est pas le banditisme. Le banditisme reste une affaire de police, de techniciens. Ce qui pourrit la vie, c'est les chiens qui vont aboyer tout le week-end dans un appartement vide parce que les gens sont partis. Vous voyez, c'est pas grave pénalement, mais si ça se reproduit, si vous êtes voisin, je peux vous assurer, enfin vous voyez bien, donc voilà, délinquance d'expression. Troisième facteur que je veux vraiment aborder, c'est que pendant longtemps,
la délinquance des jeunes, notamment, était associée justement à l'adolescence. On parlait de délinquance juvénile, une délinquance d'expérimentation. Tout le monde plus ou moins a connu ça, vous voyez, on prend le bus sans payer, on va voler un disque à la FNAC, c'est des expérimentations, c'est on s'affirme en tentant des coups, ça existe depuis que le monde est monde, ça s'appelait naguère la délinquance juvénile, c'est une notion qu'on a, qui est tombée ces dernières années. Et ça, je trouve que c'est très dommage, parce qu'on oublie que la délinquance est liée à une période de la vie. Alors je pourrais vous le montrer si vous voulez tout à l'heure, mais on voit très bien qu'il y a un pic d'activité délinquante chez les jeunes hommes principalement, c'est une activité masculine, la délinquance aussi, donc c'est sexué et c'est daté d'une certaine manière. Il y a un pic d'activité délinquante à 19 ans. Donc c'est très lié à ce que je dis là. Et puis après, il y a une chute jusqu'à 26-27 ans. Naturellement, si on ne fait rien. Enfin, si on fait rien. Si on agit, on peut réduire, mais vous verrez ça. Donc ça, c'est vraiment, et ça on le sait, un type qui s'appelle Mouchandlé, qui a écrit ça, qui est un prof belge, qui a écrit Histoire de la violence, il faut dire ça, c'est passionnant. Et donc il étudie ça aussi sur longue période, hein, c'est pas que maintenant. Donc ça a typiquement à voir avec la manière dont les jeunes hommes rentrent dans la société. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, quand ces expérimentations délinquantes au bout de 19-20 ans avaient tendance plutôt à se tasser, aujourd'hui avec une crise économique, et vous évoquiez tout à l'heure le business, enfin dans les quartiers, c'est-à-dire que le business aujourd'hui offre des opportunités de carrière à des gens qui n'ont pas d'alternative économique et qui trouvent là une manière d'y arriver. Mais si vous voulez, à profil égal, il y a 20 ans, ces gens ne seraient pas dans la délinquance. Ils auraient trouvé d'autres débouchés. Et vous le savez, moi j'ai été éducateur dans les années 80, donc oui, avant on pourrait dire que ça bascule dans autre chose. Quand quelqu'un a passé 20 ans, 22 ans, qui avait fait peut-être un séjour en prison, enfin vous voyez, mais de 15 jours, enfin qui avait fait parler de lui, s'il voulait continuer à être délinquant, il fallait qu'il passe dans le banditisme. Et passer dans le banditisme, par sous votre contrôle, c'est une autre limonade. Vous voyez, c'est ça qu'il faut avoir des réseaux, sur Grenoble, comme partout. Le banditisme, c'est une organisation, c'est des réseaux, c'est autre chose. Alors qu'on a aujourd'hui des gens qui ont 40, 45 ans dans les quartiers, qui restent sur un mode de délinquance, on pourrait dire, de jeunes. D'ailleurs, on les appelle jeunes, même s'ils ont 35 ou 38 ans, ce qui est passé, 38 ou 40, vous voyez. Les jeunes, c'est une catégorie résiduelle quand on n'est pas autre chose. Ce qui veut dire d'ailleurs que les vrais jeunes, d'une certaine manière, ils savent plus tellement où ils en sont. Mais ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est que la crise économique, c'est là où elle a un effet des multiplicateurs. Et notamment le business. Donc quand vous dites, quand vous l'entendez dire, voilà, il faudrait dépénaliser le cannabis. Légaliser. Oui, ou légaliser, enfin, vous direz la différence tout à l'heure. Sur le... Enfin, on peut en discuter, je ne sais pas si c'est une bonne mesure. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le trafic gangrène absolument toute la société française, notamment dans les quartiers. C'est vraiment une activité économique de proximité la plus simple, d'une certaine manière. La plus simple à mettre en place. Donc ça, il faut vraiment et donc, vous voyez, on a finalement des post-adolescents qui restent accrochés à une délinquance de jeunes, on va dire. Vous voyez, qui il y a 20 ans, franchement, les types arrêtaient de voler des bagnoles ou des autoradios dans les voitures à 25 ans. Ça faisait vraiment un petit peu petit joueur. Alors qu'aujourd'hui, avec le shit, vous pouvez continuer à avoir une image dans le quartier en vendant du shit. Donc ça a vraiment changé. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les comparaisons avec avant les années 80, attention, la donne a complètement changé. Hein. C'est comme dans d'autres domaines. Et bon, je le disais tout à l'heure, il faut toujours le rappeler, la délinquance dont on parle, c'est une activité de garçons plus que de filles. Très majoritairement. Donc ça, là aussi, c'est à comprendre, c'est que ce n'est pas tous les jeunes, c'est certains jeunes, et principalement les garçons. Donc je pense que ça a à voir avec un certain rapport au monde.